Bonjour à tous. Controverse autour des législatives d'avril dernier. Elle continue décidément de se conjuguer au présent. La Sénat, mesdames, messieurs, qui en son temps avait clamé Obi Ertobi avoir autorisé pour le scrutin les dossiers des seules formations politiques très proches du chef de l'État, non par favoritisme, mais sur l'effectivité de leur validité vient d'être prise en défaut. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption aura récemment révélé des traitements de faveur en violation des tests sans qui les dites formations n'auraient jamais été les seules à compétir, pas plus que ces députés ne seraient jamais élus. Assemblée nationale béninoise, 8e mandature, la caution de trop à l'illégalité et à l'illégitimité sous le régime Talon. Le débat au menu de votre émission 100% BD du jour. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ODHP. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Vous permettez de remercier tous les téléspectateurs qui nous font confiance et qui attendent toujours. Ah oui, et ils attendent beaucoup et beaucoup Merci encore beaucoup. de nous. En face de vous, pour l'émission du jour, comme vous pouvez le constater chez téléspectateurs, Médéric François Gongo, éditorialiste, il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de Sika TV, bonjour. Et merci C'est d'être bon, là. c'est bon. Du 2 poids, 2 mesures dans l'application du code électoral et de la charte des partis politiques. Tel est le principe, mesdames, messieurs, qui aurait gouverné le très décrié scrutin du 28 avril dernier ayant engendré d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Une première depuis le renouveau démocratique au Bénin. Une boutade du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption qui, décidément, ne laisse pas sans voix bon nombre de citoyens. Médéric François Gongo, quel sens vous donnez à ces révélations? Vous savez, 5 mois après la tenue des législatives exclusives, on constate que l'Assemblée nationale, qui est en quête effrénée de légitimité, se retrouve au creux de la vague parce que sa légalité souffre de l'originalité, de l'authenticité des documents de certains des députés prétendument qualifiés de nommés, sinon qu'à la réalité des faits, ils n'arrivent pas à nous donner la preuve de l'évidence que cette assemblée qui constitue le cœur de la démocratie béninoise n'a pas cessé de battre. Ceux qui sont au niveau du palais des gouverneurs aujourd'hui et que d'aucuns refusent de reconnaître, à l'instar de M. Jean-Baptiste Elias, dont on connaît quand même les prouesses sur le front de lutte contre la corruption, qu'on a vu ici se soulever contre cette affaire de moto au niveau du ministère cadre de vie, qu'on voit sur beaucoup de fronts, on le voit aujourd'hui sorti de cette torpeur, de cette sclérose, de ce que beaucoup qualifieraient de phagocytose de cette société civile que l'on ne sent plus aujourd'hui comme auparavant pour taper dans la fourmilière et pour dire que la tache noire que constitue cette Assemblée nationale sur le tissu blanc de notre démocratie nous amène à constater la mise en veilleuse des acquis depuis la conférence nationale et repose effectivement la question de ce que représente effectivement cette 8e législature. Que représente que vaut désormais la 8e législature? La question, mesdames, messieurs, se pose encore avec acuité, malheureusement. Mais l'homme de droit nous dira s'il faut vraiment se poser encore ces questions aujourd'hui. Ces révélations méritent-elles encore d'être faites? Tiennent-elles la route? Oui, c'est-à-dire, je vous remercie. On parle d'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. L'Assemblée nationale, c'est le socle de la démocratie.
Parce que c'est des députés qui sont élus, qui sont censés être élus par la population. C'est des députés dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement, n'est-ce pas, et de dire les lois. Donc, toutes les lois qui sont faites dans notre pays, si on dit loi, si ce n'est pas parle de décret pris par le président de la République, mais si on dit loi, c'est que c'est l'Assemblée nationale. Donc, et ils le font au nom du peuple béninois. Alors, donc voici cadré le rôle donc, de cette institution qui est le deuxième pouvoir en matière de démocratie. Je rappelle, en tant que juriste, Montesquieu a cadré les choses, les trois pouvoirs. Et ces trois pouvoirs doivent pouvoir se tenir. Le pouvoir doit pouvoir arrêter le pouvoir. Donc c'est pourquoi on parle de mécanisme de contre-pouvoir dont l'Assemblée nationale est un des grands maillons. Ensuite vient la justice qui est le troisième pouvoir. Et bien entendu, avec le temps moderne, la presse est devenue, sans être ce que Montesquieu a dit, mais le quatrième pouvoir. Donc revenons donc à cette deuxième institution, deuxième levier de la démocratie. Oui. Mais le mode de participation de ces acteurs à ce que j'ai décrit, mais c'est les élections. Et qui constituent dans notre pays, depuis 1990, une fête. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'Assemblée nationale, on a eu l'ANR, tout ça, on sait comment c'est élu, c'est choisi, ils sont nommés. Donc c'est ça qu'on nous a ramené, donc avec ceux-ci. Donc qui sont des gens nommés. On a décrié par rapport d'abord à la constitution des pièces. Mais vous vous rappelez que au moment où le président de la République a demandé aux partis politiques de venir, je ne sais pas si vous vous rappelez, le président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée, oui, Adrien Ombedji, a dit, Monsieur le Président de la République, nous n'arrivons pas à contrôler les pièces qui nous sont envoyées par nos militants. Tantôt c'est le nom qui ne cadre pas, tantôt c'est la date de naissance. Il a même parlé de fraude et le président l'a arrêté pour dire non. Vous ne pouvez pas parler de fraude en tant que chef de parti. Je ne veux pas que vous parliez comme ça. Donc il a raboué le paquet. Mieux, mais on a dit, le président de la République, au cours de cette séance, dit, mais au lieu d'être là à faire des mouvements ou bien à faire choses, mais passez tout ce temps, mettez ce temps à profit pour mettre vos pièces à jour, afin que, bon, les instructions sont données au ministre de l'Intérieur pour qu'il délivre, je crois, le certificat de conformité. Allez vous mettre à jour, etc. Et puis, à la presse, mais il y a les membres de ces partis qui viennent gloser, se moquer, vous disent, mais ils n'ont pas respecté la loi. Ils n'ont pas, au lieu d'être là, faire des marches, ils ont intérêt à aller se mettre à jour, que nous, on a passé tout le temps, je me rappelle bien. Et mon ami, mon cher confrère, le maître Salami Bassien, qui est un ami à moi, un contradicteur ami, qui est aujourd'hui à la HAC, je me rappelle bien, à Golfe, il dit, mais qu'ils ont passé des nuits blanches pour pouvoir mettre leurs pièces à jour. Aujourd'hui, vous en riez? Mais on riait, on s'est dit, mais comment ça? Où sont les preuves qu'ils ont mis les pièces à jour ici? Et puis enfin, le président de la Sénat a mis jeté ce pavé dans la mare. Le président de la Sénat? Oui! C'est une phrase anodine qu'il a suivie, mais qui fait qu'aujourd'hui, que Jean-Baptiste Elias donc, a révélé au grand jour. Vous comprenez? Oui, il a dit, il disait la fameuse... Non, que la fameuse phrase... comment on appelle? C'est des fautes mineures qu'on a couvert. Là-bas, c'est des fautes majeures, on ne peut pas accepter. Ici, c'est des fautes mineures. Bon, on a fermé les yeux comme c'est des fautes mineures. Aujourd'hui, il se révèle que mais cette minorité-là a grandi et que ce n'était pas de fautes mineures. Donc, c'est une assemblée illégitime et illégale. On l'avait déjà dit. Sur votre plateau ici, on l'a dit. Et donc, la seule sanction,
c'est de dissoudre cette assemblée et de recommencer les élections. C'est les révélations qui vous sont parvenues pour vous. Oui, ça. La conséquence immédiate. Immédiate. Normalement, c'est ça. Normalement, dans nos républiques démocratiques héritées de la Constitution française, le chef de l'État est un monarque constitutionnel. Vous comprenez? Donc, et dans nos pays, le chef de l'État est censé ne jamais être au courant de quoi que ce soit. Aujourd'hui, s'il n'était pas au courant que ces fautes mineures-là, ce n'étaient pas des virgules, et c'était des accents circonflexes qui constituaient les fautes mineures. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Elias, qui est connu dans notre pays comme tel, vous avez dit société civile, on disait, mais bon, peut-être il était aussi de la télécommande. C'est pourquoi il s'était. Aujourd'hui, il est passé monté au créneau pour dire ce que nous disions et que personne ne veut nous croire. Et on dit que nous sommes des opposants, que bon, en fait, qu'on veut créer des problèmes, on ne veut pas que le pays avance, et que, etc. Le désordre qu'il y avait eu depuis 90, il faut que ça s'arrête. Vous comprenez? Donc, on nous donne des étiquettes sans vouloir entendre. Donc, il y a une écoute agressive par rapport à ce que nous, acteurs de la vie politique, depuis des années, nous disons. On dit, oh non, ça, c'est les gens du PCB, ils sont toujours comme ça. Mais alors que ce que nous disions, c'est la réalité. Il a fallu que M. Jean-Baptiste Elias, qui est du système, lui-même, il a dit qu'il n'est pas un opposant. Et que le président de la République lui-même sait qu'il n'est pas un opposant. Donc, les révélations qu'il fait, c'est pour le bien de la République. Ce que nous aussi, nous disions, ce n'est pas pour casser la République. Mais écoutez, Gbagbo a eu à dire, Gbagbo, vous le connaissez, le président, il a eu à dire, parce qu'on l'a invité pour devenir ministre. Il a dit non, ministre dans le gouvernement de Beignet, lui, il a fait quoi là? Mais qu'il a fait 30 ans d'opposition, que lui, il a apporté en tant qu'opposant depuis plus de 30 ans à la Côte d'Ivoire, mais les ministres qui sont en costume griffé là, ils ont fait quoi? Lui, il a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est pas poste ministériel qui va l'amener à faire plus que ce que lui, il a fait depuis 30 ans. Donc, nous, ça fait près de 42 ans que nous sommes dans cette affaire. Donc, infatigable. Donc, je viens, l'autre assemblée illégale, c'était déjà illégitime. Parce que, sur votre plateau ici, j'ai dit que c'est nous qui avons la légitimité. On n'est pas à l'Assemblée, mais on a la légitimité dans le pays aujourd'hui. Et le président de la République doit le savoir. Nous sommes des leaders d'opinion. Eux, maintenant, ils sont non seulement illégitimes parce que c'est comme 7% ou bien comme 27%, d'après ce que officiellement, et qui les ont élus. Donc, ils sont illégitimes. Maintenant, l'illégalité, c'est par rapport à la loi. Ils sont hors la loi. Si quelqu'un est hors la loi, c'est eux qui doivent faire les lois. Et ils sont hors la loi. Qu'est-ce qu'il reste? C'est de dissoudre. Il faut en urgence interpeller. Et faire juger, non seulement interpeller le ministre de l'Intérieur, interpeller également le président de la Sénat. On revient sur la responsabilité. Ah oui, la responsabilité. La prétendue responsabilité. Vous êtes un homme de droit, vous me direz s'ils sont responsables ou pas. Mais la 8e mandature, il faudrait-il vraiment arrêter la machine au regard de ces nouvelles révélations portées par un homme dont le profil, en tout cas, on reviendra aussi sur ce profil, il n'est pas de l'opposition, c'est lui qui le dit. Il dit que le chef de l'État le sait pour ce qui est de son engagement pour la République. Et c'est lui qui, aujourd'hui, annonce qu'au regard des tests, ce qui a été fait n'honore point la République. Vous savez, aujourd'hui, difficilement on peut établir l'étanchéité, les limites entre les opposants politiques et les mouvanciers. Parce que généralement, l'un est opposant par rapport à la philosophie, à l'idéologie, à l'option de développement. Mais lorsqu'on voit ceux qui gouvernent aujourd'hui avec le chef de l'État, à 90%, c'est ceux qui l'ont combattu pendant qu'il était candidat. Donc, le leitmotiv de l'engagement politique au Bénin n'étant pas apprécié par rapport au militantisme, par rapport à l'option de développement. Est-ce qu'on veut prioriser le social ou on veut donner de la valeur au capital?
Est-ce qu'on veut faire un melting pot et avoir une social-démocratie? Bref, nous ne pouvons pas vouloir mettre en pratique les principes de la démocratie libérale sans nous référer à la conceptualisation ainsi que l'on l'a eu depuis l'Antiquité, je vais parler de Platon et autres, Socrate, jusqu'à l'époque contemporaine avec les Jean-Jacques Rousseau, les Montesquieu et tous ceux-là qui ont conceptualisé la démocratie de type libéral. Où on l'a fait, où on fait tout à fait autre chose. Aujourd'hui, nous assistons à un mélodrame politique qui met en évidence la solidité de la charpente démocratique du Bénin. Et dès leur arrivée, les dirigeants d'aujourd'hui nous ont démontré qu'ils n'ont qu'une des décisions de la conférence nationale. La preuve, c'est que depuis qu'ils sont là, les dates commémoratives sont royalement ignorées. Le lien avec oui, je viens. Qu'on évoque là. Maintenant, aujourd'hui, nous devons nous interroger pour savoir pourquoi le pouvoir en place a été obligé d'opter pour le passage au forceps. Pourquoi le pouvoir, alors que Boni Yahi, durant 10 ans, n'a jamais eu de majorité parlementaire et pourtant a été obligé de négocier, de gouverner, même si on peut trouver beaucoup de choses à lui reprocher, pourquoi le pouvoir aujourd'hui cherche coûte que coûte à s'approprier, à s'arroger une majorité au niveau du Parlement? Et lorsque nous allons trouver la réponse à cela, nous pouvons mieux apprécier la résistance que nous constatons au niveau des hommes du pouvoir, malgré l'illégalité et l'illégitimité du Parlement, et ce que l'on a constaté depuis toujours, nous l'avions dit ici plusieurs fois, par rapport au respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par rapport à l'article 26 de notre Constitution, par rapport à l'article 3, alinéa 1 du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui oblige à l'équitabilité dans tout processus et à la non-modification des tests dans une période de 6 mois donnée avant le jour du scrutin. Nous avions dit que cette assemblée était illégale. La légitimité, comme l'a dit Maître, a été constatée par ce photo laborieusement obtenu de 27%, qu'on n'a jamais constaté dans notre pays, alors même que le chef de l'État, il y a 3 ans, a été élu avec 65%. Pour vous dire que ce pouvoir, parce que n'ayant aucun résultat à présenter pour appâter l'électorat, 2, parce que le chef de l'État, tout le temps, il a tenté de contrôler le microcosme politique en implosant des partis. Le PSD et l'AEB ont vécu, en tentant d'accaparer d'autres ou de détruire d'autres, ce qui est tout à fait normal. C'est la logique de la lutte politique. Lorsqu'on n'a pas un bilan, lorsqu'on n'a pas pu maîtriser les partis politiques, nous avions vu qu'on a mis à contribution la Cour constitutionnelle. Non, dans le fonctionnement, je viens, suivez-moi bien, la Cour constitutionnelle, dans le fonctionnement, a été mise en cause par le président de la Cour suprême, qui nous a démontré que les décisions portent à confusion, à contradiction et à désapprobation au niveau des hautes juridictions de l'espace francophone. On a comme l'impression que, tout comme le président Batacor l'a fait, le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption le fait également, et pour l'Assemblée et pour la Sénat. Donc, on constate aujourd'hui un système qui se saborde de lui-même. Et cela était toujours le cas pour les systèmes qui ne sont pas assis sur des fondements solides. Parce que, politiquement, les 2 tentatives de révision de la Constitution nous montrent que le chef de l'État a échoué. Économiquement, même si les réformes prennent aujourd'hui au niveau des travaux publics, où on voit quelques projets d'asphaltage évoluer au niveau de certains secteurs, on a constaté que économiquement, le chef a échoué. Donc, si M. Jean-Baptiste Elias en arrive aujourd'hui à nous rappeler ce qu'on savait déjà, ce qu'on a toujours dit, c'est parce que nous étions depuis et toujours, et nous le sommes toujours, dans la droite ligne des choses. Et tout comme M. Jean-Baptiste Elias, je peux vous dire que si l'on prend
8 sur 10, et là je pèse mes mots, de tous ceux qui sont avec le chef aujourd'hui, même ceux qui jouent les rôles d'extrémistes ou de faucons, quand on les prend en aparté, je sais que tous ceux qui nous suivent et qui ont des amis dans le système, ils savent ce qu'ils disent. Et la grande impression, la grande conclusion, c'est que M. Jean-Baptiste Elias n'a pas voulu être comptable de faits qui pourraient créer des ennuis à son organisation demain. C'est vrai que certains acteurs de la société civile ont décidé de se taire, ont décidé de cautionner tacitement le démantèlement de la charpente démocratique du Bénin, ont décidé d'assassiner la démocratie béninoise, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tous ceux qui cautionnent le règne du non-droit, l'instrumentalisation de la justice, la clochardisation des forces de l'ordre sont, excusez-moi du peu, des assassins de la démocratie. Parce que vous avez ici, je vais le dire rapidement, vous avez ici sur le plateau 2 anciens militants. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'on doit permettre à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, de présider? Je ne parle pas du chef de l'État. Il a été élu, plébiscité. Le débat ne se pose pas. Est-ce qu'on doit permettre à n'importe qui de prendre le devant des affaires publiques? Est-ce que nous n'allons pas revenir à la normalité des choses où on a fait une école, où on a fait le militantisme, où on a eu d'autres expériences qui nous permettent d'être aguerris? Parce que conduire les affaires publiques, présider aux destinées de tout un peuple, apparemment, ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Parce que les acteurs politiques n'arrivent même pas à intérioriser les principes démocratiques. Et je me dirais même que ce pouvoir est en train de saper les fondamentaux qui l'ont amené. En tout cas, Frédéric François Gogo, pour ce qui se joue aujourd'hui, manifestement pour le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il y a plus grave dans la cité. Prôner la légalité et ensuite se faire l'apôtre de l'illégalité reste, en croit Jean-Baptiste Elias, un crime qu'on ne saurait laisser impuni. Il indexe des responsables à des niveaux très importants dans la République. Le président de la Sénat et tous ceux qui travaillent avec les collaborateurs, mais aussi le ministre de l'Intérieur. Car ce qu'il a relevé, Maître Baparapé, pour lui, aurait pu être dénoncé un peu plus tôt et éviter qu'on aboutisse au résultat auquel on a eu droit aujourd'hui. Le chef de l'État n'étant pas celui qui joue les principaux rôles à ces niveaux de responsabilité, il ne comprend pas qu'on ait pu arriver à laisser passer de ces fautes qui, pour lui, ne sont pas des fautes mineures. Oui, vous voyez, le caractère illégal de ce régime est comme... Non, mais comment de ce régime? Oui, mais écoute, le Parlement fait... Le Parlement, là, il est en dehors du régime politique? Non. C'est un tout. Vous parlez de la 8e mandature. Pour 8e mandature. Mais on dit que c'est comment on appelle, l'un des piliers, des 3 piliers de la démocratie. Alors, le régime de la rupture s'est mis à l'étroit dans sa botte parce qu'il veut en même temps parler de, comment on appelle ça, de profiter du régime démocratique et en même temps instaurer un régime dictatorial en dehors de la Constitution. C'est-à-dire, lorsque ça l'arrange, bon, on se dit que c'est constitutionnel. Lorsque ça ne l'arrange pas, on a piétiné royalement. Vous vous souvenez, monsieur Joël, tout à l'heure, on a rappelé ça au micro. Mais j'étais le premier à rappeler à la population, dit attention, la suppression des étudiants et du mouvement étudiant par le régime Talon, l'interdiction des mouvements étudiants, c'est le début de l'instauration de la dictature dans notre pays. On a fait une semaine de la liberté. Revenant à notre sujet, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le régime de la rupture est un régime dictatorial qui est anticonstitutionnel. Vous comprenez? Pendant que... Et du coup,
Mais un régime dictatorial n'a de repère que la volonté du chef. La volonté du chef. Lorsque c'est le chef qui fait l'arbitrage. Mais écoutez, les fautes et les erreurs qu'on a relevées. Le chef, c'est lui qui fait l'arbitrage. Et il nous a prouvé au palais à plusieurs reprises, avec la rencontre des partis politiques. Il dit, j'ai donné des instructions à M. Sakalafia, ministre de l'Intérieur, pour qu'il puisse vous délivrer comment, le précieux sésame. Ou bien il n'a pas dit ça. Il a dit. Plusieurs fois. Donc ça veut dire que c'est lui qui donne les instructions. Maintenant, je viens. Ok, allez-y. Alors, donc, et si c'est lui qui donne les instructions, ça veut dire que aussi bien le ministre de l'Intérieur, qui est son collaborateur direct, mais que la Sénat qui est censée désobéir après avoir été nommé, le droit à la désobéissance des institutions de contre-pouvoir, je crois bien c'est ça, hein. C'est ce que la loi dit. Dès que tu es élu à la Cour constitutionnelle ou bien tu es nommé, etc., bon, tu as le devoir de désobéissance. Ça veut dire que tu n'as plus à exécuter les ordres du chef de l'État, dans le principe. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Mais les instructions ont été données à la Sénat pour que ces fautes que M. Jean-Baptiste Elias a étalées au grand jour, mais soient minorisées. Alors, une faute donc, du genre, ou bien des erreurs relevées, présentées à l'homme de droit que vous êtes, vous les analysez sous quel angle? Nous les analysons en termes de responsabilité. En termes de responsabilité, mais là, on dit que dans notre jargon, la fraude corrompt tout et la fraude corrompt absolument tout. Vous comprenez? Donc, il est déjà prouvé que c'est, comment on appelle, sur la base d'une fraude que ces gens-là ont été élus. Et donc, la responsabilité, du ministre de l'Intérieur doit être engagée. Si le chef de l'État est censé n'avoir pas été informé de tous ces magouilles qui ont porté donc son parti unique à l'Assemblée, en fait, c'est ça, voilà la deuxième contradiction. Parce que si on dit démocratie, mais on parle, c'est d'abord la pluralité. Si on dit élection, c'est en principe, en matière démocratique, dans un régime démocratique, c'est la pluralité des partis politiques qui participent. On dit les partis politiques animent la vie politique, chaque des partis. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si ces responsables, à ces niveaux donnés, ont pu fermer les yeux donc, sur ces genres de situations, mais leur responsabilité est entièrement engagée. Et dans les pays civilisés, normalement, ceux-là, on doit les dégommer. Et en même temps, et engager des poursuites judiciaires contre ceux-là. Normalement, c'est ça. Engager la responsabilité. Et devant les juridictions, ils iront s'expliquer pour dire, mais pourquoi j'ai laissé passer, j'ai reçu des instructions, je n'ai pas reçu des instructions. Alors, sinon, aujourd'hui, normalement, c'est leur responsabilité qui est engagée. En termes de responsabilité, est-ce qu'il faut d'un voir... point de vue de la loi. Est-ce qu'il faut voir, oui, c'est l'homme de droit qui parle. Oui, on connaît un parce peu... que vous avez la démocratie, mais c'est les procédures. Parce que en démocratie, on ne peut pas se rendre justice. Nul n'a le droit de se rendre justice. C'est un principe que tout le monde connaît. Donc, il y a eu des révélations qui, en amont, ont émaillé donc, un processus de fraude, mais en aval, mais c'est les procédures devant les juridictions pour que tout le monde vienne s'expliquer. Médéric François, et c'est ça. L'homme de droit dit que là, il faut interpeller ceux qui, à un moment donné du processus, étaient appelés à jouer à l'arbitrage. Oui. En première position, il pense au ministre de l'Intérieur, le président de la Sénat. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer que, bien entendu, il peut y avoir des situations qui ne dépendent pas directement des éléments que l'on évoque aujourd'hui? Vous savez, tous ceux qui ont participé à l'exclusion de l'opposition ont corroboré ou bien peut-être ont corroboré l'existence d'un régime dictatorial. Aujourd'hui, les conséquences ne doivent plus être à situer seulement au niveau des responsabilités physiques des personnes, parce que tôt ou tard, ils vont répondre de ces actes. Tôt ou tard. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'affaire Boïki, aujourd'hui, on parle de telles affaires, mais on en tire les conclusions pour la postérité. Mais aujourd'hui, il y a
une ambiance de désobéissance civile, de contestation systématique de toutes les décisions de l'autorité, même si les décisions sont de bonnes décisions. Les populations disent non, ce n'est pas apparemment ce qu'ils font là qu'ils pensent réellement. Donc, il y a la rupture du contrat social entre les dirigeants et le peuple. Voilà la première conséquence. Ah bon? Et vous devez remarquer une indifférence des Béninois vis-à-vis du Parlement. Il y a même des députés qui ne sont même pas fiers d'aborer leurs insignes. Il y en a qui les cachent même dans les voitures. Il y en a qui circulent dans les couloirs. Donc, lorsque l'on en arrive là, c'est que tout comme l'on a échoué sur le terrain des révisions de la Constitution, tout comme l'on a échoué en mettant hors de compétition tous les ténors politiques, en les emprisonnant, en les renvoyant en exil, en les persécutant, sur tous les plans, on n'a pas réussi à imposer, je ne dirais pas un parlement, mais une chambre qui va servir de caisse de résonance à l'exécutif, à un peuple qui est ancré dans les habitudes démocratiques. Oui, les habitudes démocratiques sont tellement ancrées en nous que nous résistons passivement ou activement, chacun là où il est, et compte tenu des moyens dont il dispose, à toute oppression. Le Béninois, naturellement, est révolutionnaire. Et nous l'avons constaté avec le président Ousmane Batoko, que nous avons eu le privilège de connaître à Savarou, quand il était jeune militaire et jeune bachelier révolutionnaire. Il était à Ouessé, il était arrivé. Nous ne sommes pas du tout étonnés de ce que le président... Nous ne sommes pas non plus étonnés de ce que le président Jean-Baptiste Elias dit, pour l'avoir connu très jeune également, pour vous dire que tous ceux qui ont un nom, dans ce cas de figure, à préserver, tous ceux qui ont un parcours à préserver, tous ceux qui ont une progéniture à mettre à l'abri des insultes collectives et de la vindicte morale de la population, n'ont pas intérêt à accompagner ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre le chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas gagner comme tous les autres. Mais c'est parce qu'ils se disent tout le peuple, tout le monde ne peut pas être comme ceux qui ont décidé se servir dans la caisse commune, ceux qui ont décidé participer au partage de la manne nationale sans effort. Morale, oui. Donc, les conséquences juridiques, je n'en dirai pas plus que vous les partagez. Le spécialiste. Okay. Tout cela, tôt ou tard, tout comme on arrête le voleur de coq, tout comme on arrête ceux qu'on soupçonne d'être coupables, ceux qui pèsent des présomptions et qui font des mois et des mois. Je veux parler du camarade Métoyon. Des gens qu'on arrête tout comme on les arrête. Tous ceux qui participent à l'assassinat de la démocratie, ou en autant, ou plus tard, ils paieront de leur forfaiture. En tout cas, coup de gueule dans la République, c'est en tout cas le moins qu'on puisse dire, mesdames, messieurs, Ousmane Batoko qui met les pieds dans l'étrier. Et puis ensuite, c'est le président de l'ANC. Mais alors, c'est un signe rouge. Et à juste titre, mesdames, messieurs, Jean-Baptiste Elias, sans question, reste une figure, cette emblématique de la République. Mais beaucoup se demandent pourquoi cette déclaration maintenant. Parlement illégal, Parlement illégitime. C'était des messages portés par un certain nombre de voix hier à César, ceux qui étaient à César sur ce plateau. Il y a Médéric et François Gogo qui parlaient d'illégalité. On dit, mais ceux-là ont été élus sur la base quand même d'un test de loi. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Elias vient dire que oui, certes sur la base de tests de loi, mais ces tests n'ont pas été appliqués à égalité pour tous. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour revenir sur cette déclaration que certains faisaient un peu plus tôt? Non, mais là, d'abord, ça dit, il a mis le doigt sur l'article 26 de la Constitution. C'est vrai. L'article 26 de la Constitution, dont le chef de l'État est garant. C'est on l'avait évoqué hier, mais pourquoi maintenant? Allez-y. L'article 26 qui proscrit la discrimination fondée sur la race, la religion, les positions politiques. Si on prend l'article 26 avec les principes qu'il pose pour équilibrer les choses, en l'espèce qu'il s'est fait, c'est ce que Jean-Baptiste a eu à dire pour dire, mais s'agissant de mes partisans, bon, je ferme les yeux, mais quand c'est l'opposition,
Et puis je dis, bon, que c'est une faute majeure, ils n'iront pas, ils n'ont qu'à, et on leur refuse le quitus. Il suffit seulement d'être partisan du chef de l'État, et puis on peut te mettre au monde, comment on appelle, à Kamchaka, et que tu viennes faire, produire, comment on appelle, en 2002, et qu'en 2003, tu viens présenter un jugement à Krampa, mais sinon ça passe, c'est une faute mineure. Vous comprenez? Donc c'est ce que Jean-Baptiste Elias donc, a dénoncé. Vous comprenez? Mais avant lui, mais déjà du cœur du système, mais les voix commencent pas à s'élever. Mais vous oubliez que je ne sais même pas si on va les appeler comme ça, l'honorable Zoumarou, Wallis, à Topa, mais il a dit ouvertement que bon, le fait d'exclure l'opposition, bon, lui, c'est son sentiment personnel. Je connais le grand frère, je l'ai connu depuis 1962, depuis 1967 plutôt. Donc, c'est comme ça il réagit. On dit souvent que bon, le grand frère a des réactions épidermiques, mais c'est l'homme ça. Pour dire que lui n'est pas en réalité d'accord avec l'exclusion de l'opposition des élections. Donc ça veut dire qu'il se sent très mal à l'aise dans cette nomination de choses. En fait, c'est l'ANR que le président Talon a voulu réinstaurer. Mais en temps, il a eu l'intelligence déjà de créer deux partis parce qu'il savait déjà là oui, il avait pris une longueur d'avance sur l'opposition. Donc du coup, il se lève, on ne dira plus que c'est un parti unique, mais c'est un parti unique à deux têtes. Donc c'est ça qui est là. Alors donc, c'est sur la base de la violation de l'article 26 de la Constitution. Parce qu'on a dit que bon, on prend les éléments de la Constitution quand ça les arrange, et on les viole violemment, comme si pour pouvoir citer notre ami Todinou. Maître Baparapi, si c'est vrai, la démonstration que vous faites, l'article 26. Mais Est-ce que l'article 26 étant violé, mais il faut en tirer toutes les conséquences. Il faut en tirer toutes les conséquences. C'est exactement ce que Jean-Baptiste Elias a fait. Oui, en tirer toutes les conséquences. Et puis bon, est-ce qu'on va envoyer, comment on appelle, une requête en inconstitutionnalité, sachant que, mais mon ami, le président Jogbenou, avec ce qu'il est en train de faire à la Cour constitutionnelle, ça ne rassure personne. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est une institution de contre-pouvoir. Mais néanmoins, il faut engager des procédures, n'est-ce pas? Donc, pour faire constater ces violations et déclarer ces institutions-là. Une sortie qui continue d'amener certains à s'interroger. Oui. C'est vrai, beaucoup s'attendaient à ce qu'on aille à un dialogue après ces élections qui ont été très éprouvantes pour tous. Ça ne vient pas, ce dialogue, il se joue comme une ère d'accalmie qui ne dit pas son nom. Quand on est là-dedans et on se demande qu'est-ce que ça couvre, cette accalmie, et on a une sortie comme celle-là, comment vous l'appréciez avec un peu de recul? Ça fait vraiment bien responsable de faire une déclaration comme celle-là? Vous savez, Jean-Baptiste Elias a parlé en des thèmes clairs. Et il a mis quiconque au défi d'apporter les preuves du contraire. Lui, il dispose des preuves et c'est comme ça qu'il procède. Mais est-ce que c'est utile maintenant? Plus qu'utile. Parce que ça vient à la suite de plusieurs autres déclarations. Des gens qui ne sont pas catégorisés comme étant de l'opposition. Parce que les Béninois n'arrivent pas à faire la différence entre être critique et être opposant politique. On mélange et à dessein, parce que ça arrange les faucons du système. Des Jean-Baptiste Elias, je te dirais que sur 10 personnes, il y en a 8 autour du chef de l'État. Moi, de ma petite personne, j'ai la chance d'avoir au moins 80% d'amis politiques proches du système actuel. C'est des amis que je connaissais depuis toujours. Mais aujourd'hui, on ne partage pas la même vision et je ne me cache pas pour le leur dire. Pour vous dire que nous sommes comme dans les derniers moments d'un système qui se sabote de lui-même. C'est vrai qu'il y a une passivité au niveau de la population qui s'apparente à de la résignation. C'est vrai qu'il y a une catégorie de Béninois qui se disent, bon,
Adieu que pourra, il nous a fait comme il veut. De toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai qu'au niveau de l'opposition, qui devrait jouer le rôle de co-pouvoir et prendre des risques, il y a des problèmes de leadership, il y a des problèmes de positionnement, où certains croient que c'est en l'absence d'autres qui vont se faire beaucoup plus valoir, où certains se disent que si on acceptait que l'opposition aille aux élections dans ces conditions, difficilement, ils arriveraient à avoir les positions qu'ils auraient aimé avoir sur les listes électorales. Ne l'oublions pas non plus. Parce que ce sont les problèmes de l'opposition qui ont permis au pouvoir en place, le problème existentiel, c'est des opposants qui n'étaient pas ensemble il y a 3 ans, pour la plupart, qui ont permis au pouvoir en place de trouver des fissures dans le dispositif pour s'engouffrer et outrepasser les prérogatives jusqu'à commettre des erreurs. On a fini. Jean-Baptiste Elias, dans une démarche pour la République ou dans une démarche pour l'État, pour le chef qui l'aura nommé. Ça, on l'oublie non plus. Vous savez, la fois dernière, il y avait au niveau du nouvel G de la place et du FONAC des déclarations parlant de certains détournements dans certaines sociétés. Et en même temps, on a dit que ceux-là travaillent pour le pouvoir. Nous n'allons plus rester dans ce cocon. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans ce cocon. Tout ce que le peuple veut aujourd'hui, pour ce que nous nous entendons, là où nous allons, oui, et parmi les opposants, et parmi les mouvanciers, c'est que, au regard de l'échec politique, que le chef de l'État tienne compte des rapports de force, et à défaut d'abdiquer, qu'ils mettent en cause aujourd'hui ce Parlement et qu'on aille très vite. Parce que de cela dépendra également l'évolution de la situation au Nigeria. Ne l'oublions pas. Merci, Bédré François Ogo. C'est perçu comme plus que de l'opprobre sur la République, cette sortie de Jean-Baptiste Elias. En l'état, lui qui a été nommé par le chef, serait-il en train d'accompagner vraiment la République ou serait-il dans un jeu pour le pouvoir? C'est l'une des questions à nous poser lorsqu'on a annoncé le thème. Non, lorsque vous prenez un peu de recul, oui, vous qui avez fait de la politique aussi, comment vous l'interprétez? Non, vous voyez, il est président d'une agence. C'était, on avait dit FONAC, etc. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une agence, oui, Agence nationale de lutte contre la corruption. Et connaissant le président de la République, il ne nomme jamais quelqu'un en qui il n'a pas confiance dans un endroit stratégique. Oh, oui. Donc, quelqu'un qui a confiance, qui fait cette déclaration maintenant. Et ce n'est pas quelqu'un qui retire sa confiance aussi facilement à celui en qui il a investi sa confiance. Okay. Vous comprenez? Donc, mieux vaut tard que jamais que Jean-Baptiste Elias. Beaucoup disent que c'est un coup du chef. Où je viens confirmer ce que nous avons dit, ce que nous disions. Nous, on a répété, ressassé devant vos caméras, etc. Vous avez parlé de Frédéric. Ici, j'en ai parlé plusieurs fois. Vous avez parlé aussi, oui. Oui, donc, mais écoutez, qu'ils le disent aujourd'hui, on ne va pas dire, bon, peut-être il est en mission pour le chef de l'État. Toujours est-il qu'il a dit quelque chose qui arrange tout le monde, qui révèle beaucoup de choses et qui confirme le fait que cette assemblée-là est une assemblée illégale, une assemblée illégitime. Illégitime, tout le monde a pu voir. Illégal, là, c'est ce qu'il vient de révéler. Vous comprenez? Donc, que ce soit en mission pour le chef de l'État, comme il avait envoyé, comme on appelle, Toboula en mission, en prison. Ah ben, c'est vous qui le dites. Mais non, comment non, c'est vous qui le dites. Bon, écoutez, pas si vous savez, dans un débat... On envoie en prison oui, en mission, pour résoudre des problèmes. Mais comment nous aussi, quand on nous avait pris... Donc, quand on nous avait pris, mais on a pris les mouchards qui nous dénonçaient, on les a pris tous comme des opposants du PCB, mais le traitement qu'ils ont eu... Alors, cette sortie, prison, ce serait pour régler quel problème éventuellement? Comment? Cette sortie d'Elias, ce serait pour régler quel problème éventuellement? Vous savez, les problèmes que le président Talon a avec ses députés nommés, les 83, vous savez ces problèmes qu'il a avec les Amoussou Bruno, etc. Il a des problèmes avec eux? Mais comment? C'est un jeu politique, non? C'est un jeu politique. Et ensuite, mais intégrer le truc de géopolitique avec ce que le Nigeria, tout ça, c'est pour contribuer au pourrissement. Et puis, c'est des politiciens, ils ont le flair pour savoir que, attention, le vent est en train de choses et on commence par faire une sortie pour une dégel on fait des petits coups bas, on flaire. Mais le président de la République, il est sorti il n'est pas de la dernière pluie.
Quand il t'a nommé, il te tient. Et maintenant, tu veux commencer par faire... Il te sort ton dossier. Vous vous souvenez, à l'époque, Soglo disait... Maître Baparapé, merci, mais le temps est parti. Vous allez devoir conclure. Et je laisse la parole à Médéric. Je conclue en disant que le président de la République, qui est officieusement informé de toutes ces magouilles-là, qui a contribué à l'installation d'un parlement illégitime, illégal aujourd'hui, donc installé sous la protection des bazookas. J'ai vu ça. Donc, il doit dissoudre ce parlement-là. Dissoudre ce parlement et engager des poursuites contre ceux qui ont mis la République en mal. Merci. Voilà. Baparapé. Vous savez, nous avons l'obligation morale et physique. Oui. Conclusion, c'est ça. Dissoudre le Parlement. Nous avons une obligation. Et reprendre les élections. Voilà. Merci. Nous avons une obligation physique et morale d'accompagner tout gouvernement qui travaille pour l'évolution des activités du pays. Je ne peux pas douter de la volonté du chef de l'État de contribuer à l'apaisement de la situation. Oui. Je constate un enlisement de la crise sociopolitique. Je souhaite que le chef de l'État tire toutes les leçons et qu'on aille vers des élections législatives inclusives. Il peut bien gouverner sans majorité parlementaire. Les députés qui ont bloqué les 2 projets de constitution n'étaient que 23. On peut avoir une minorité parlementaire et gouverner. Il faut qu'ils se soustraient. Le temps est passé. Je suis au regret de ne plus vous donner la parole. Merci, Médéric François Gongo. Voilà, il m'a dit de vous permettez alors. Donc, ce que je voulais dire, que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée, organise une élection législative inclusive. Merci, Maître Baparapé. Merci aussi à vous, Médéric François Gongo. Faveur a été accordée chez les téléspectateurs. On va s'en arrêter là. On se retrouve très bientôt. Merci pour la complicité du réalisateur du jour et la non Kevin Achaoui. Merci beaucoup. Je vous pose compagnie sur cette citation de l'artiste, dramaturge et écrivain Sophocle. Il dit: c'est le temps seul qui révèle l'homme juste. Un seul jour dévoile le perfide. Prenez soin de vous. À très bientôt pour un autre numéro de 100% Béni. Au revoir.